Bienvenue à tous. Ce nouveau numéro de Maroc Africa, votre magazine 360 degrés, met en lumière les ambitions et les engagements du Royaume du Maroc pour le renforcement des capacités démocratiques en Afrique et son rôle en tant qu'acteur majeur de la paix en espace francophone, les stratégies pour le développement du secteur ferroviaire marocain, le portrait du prince héritier Moulay Al Hassan, Maroc Télécom, acteur majeur des télécommunications en Afrique, l'interview de Mohamed Midouche, CEO de Inter Africa Capital Group, la coopération entre le Maroc et la Zambie et la carte postale de Fès, la cité impériale. Le Royaume du Maroc a franchi une nouvelle étape dans son engagement pour la stabilité continentale avec la création en 2022 du réseau des observateurs africains de Rabat. Le Royaume s'impose comme un partenaire de premier plan pour le renforcement des capacités démocratiques en Afrique. En 5 ans, près de 400 experts issus des 53 États membres de l'Union africaine ont été formés dans la capitale marocaine. Plus de détails dans ce reportage. À l'occasion de l'ouverture du 5e cycle de formation des observateurs électoraux de l'Union africaine, le Royaume du Maroc a franchi une nouvelle étape dans son engagement pour la stabilité continentale. Avec la création en 2022 du réseau des observateurs africains de Rabat, le Maroc s'impose comme un partenaire de premier plan pour le renforcement des capacités démocratiques en Afrique. En 5 ans, près de 400 experts issus des 53 États membres de l'IA ont été formés dans la capitale marocaine. Excellences, mesdames et messieurs, le chemin parcouru en 5 ans est satisfaisant. Près de 400 observateurs formés à Rabat, issus de 53 pays du continent, représentant les 5 sous-régions africaines. Parmi eux, 65% sont des femmes et 85% sont des jeunes. 2 forces vitales qui façonnent l'avenir de notre continent. Mais les chiffres, si éloquents soient-ils, ne racontent qu'une partie de l'histoire. L'essentiel réside dans l'impact concret, puisque plus de 95% de ces observateurs ont déjà été déployés sur le terrain, contribuant au succès qualitatif de plusieurs dizaines de missions d'observation de l'Union africaine. L'efficacité de ce programme est démontrée par les faits. Environ 95% des bénéficiaires ont déjà été déployés sur le terrain lors de missions d'observation conduites par l'UA, garantissant ainsi la transparence et la crédibilité des scrutins. C'est une bonne chose pour moi parce que le Maroc a vraiment initié cette formation. C'est la 4e édition effectivement. Et moi, c'est ma 2e participation. C'est pour pouvoir former des observateurs qui vont être utilisés dans le cadre des observations des élections en Afrique. Donc en ce moment, on pourra nous appuyer sur nos propres observateurs qui vont nous permettre de bien faire valider nos élections. Bon, à l'issue de cette formation, je crois que ça va permettre d'avoir une bonne gouvernance électorale et dès que les élections sont bien observées, ça permet de donner de la crédibilité aux élections et de pouvoir donner de bons résultats. C'est le lieu de saluer le Royaume du Maroc pour avoir pris l'initiative de co-organiser cela avec l'Union africaine. Et je pense que, comme vous l'avez dit, les élections constituent souvent des moments de contestation, de passion politique exacerbée. Et que par conséquent, ici, en formant ces experts électoraux du continent, c'est suivant un modèle continental qui est aussi articulé autour des déclarations de principes universels. Et à ce niveau-là, les experts africains sont de plus en plus indépendants. Ils ont des capacités certaines et concourent donc à la consolidation de la démocratie, la transparence, la crédibilité des scrutins. Bankole Adeoye, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, a salué cet engagement. Cette session spéciale de formation destinée aux observateurs électoraux célèbre 5 ans d'existence. Comme vous l'avez souligné, Excellence, elle reflète un engagement remarquable en faveur de l'excellence, même de la gouvernance et de la démocratie en Afrique. Il y a 5 ans, lorsque nous avons entamé ce parcours, notre ambition était de réduire l'écart entre les idéaux démocratiques et la réalité des processus électoraux.
Ce cycle de formation renforce le vivier africain d'experts électoraux qualifiés prêts à être déployés sur tout le continent. En s'affirmant comme un pôle majeur de formation, le Maroc soutient activement la supervision des scrutins en Afrique. La 5e édition, clôturée le 24 avril 2026, a réuni 90 délégués avec une forte inclusion des femmes, dont 65% et des jeunes 85%. La deuxième conférence ministérielle sur le maintien de la paix en espace francophone, tenue à Rabat 10 ans après Paris, co-présidée par les ministres des Affaires étrangères marocains Nasser Bourita et français Jean-Noël Barrot, a réuni 62 délégations pour adopter les missions de l'ONU aux réalités du terrain. L'espace francophone accueillant 2/3 des opérations de maintien de la paix, Jean-Noël Barrot a salué l'engagement stratégique du Maroc pour la stabilité du continent. 10 ans après la conférence de Paris, Rabat, la capitale marocaine, a accueilli ce 20 mai 2026 la deuxième conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone. Co-présidée par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères du Maroc, et Jean-Noël Barrot, son homologue français, cet événement de haut niveau réunit 62 délégations et 26 ministres sous l'égide de l'ONU et de l'OIF. Lors de l'ouverture, le ministre Nasser Bourita a plaidé pour une refonte profonde des opérations de paix afin de les adapter aux réalités du terrain et d'éviter qu'elles ne deviennent des instruments de statu quo. Il a notamment souligné le décalage entre l'implication de l'espace francophone et son influence réelle. Et je pars d'un paradoxe, le paradoxe flagrant, celui d'un espace francophone qui est aujourd'hui l'épicentre du maintien de la paix moderne. L'espace francophone accueille 2/3 des missions de maintien de la paix, qui mobilisent 60% du budget consacré par les Nations Unies à ce secteur. Or, la place de cet espace dans la conception et la conduite de cet instrument demeure en deçà de son potentiel. La présence des pays francophones non effectifs dans le maintien de la paix ne dépasse pas 28%. Et ce constat est encore plus marqué lorsqu'il s'agit de l'approche genre. Les femmes francophones ne représentent que 24% du personnel féminin déployé dans les opérations de maintien de la paix. Louise Moussicouabo, secrétaire générale de l'OIF, a réitéré le soutien de son organisation à cette dynamique de réforme avec un accent particulier sur la parité et la maîtrise de la langue. Je réaffirme la disponibilité de l'OIF à soutenir la réforme du maintien de la paix en défendant ses priorités et en œuvrant à la promotion de la formation en et aux Français pour renforcer la participation des francophones, y compris des femmes francophones. Et avec un accent sur la participation donc de personnel de l'espace francophone, encore une fois aussi du personnel féminin, en écho à l'appel de Kigali sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'espace francophone, adopté en novembre 2025 au Rwanda lors de la conférence ministérielle de la francophonie. La France a salué le rôle pionnier du Royaume du Maroc, pilier historique des opérations de maintien de la paix à l'échelle mondiale. Le Royaume du Maroc est un acteur clé en matière de maintien de la paix et un partenaire majeur sur le continent africain. Je salue les nombreuses initiatives et l'engagement du Royaume du Maroc en faveur de la stabilité, du développement et de la prospérité de ce continent. Le Maroc s'exprime avec une voix singulière, celle d'un pays qui a participé aux opérations de maintien de la paix et de manière continue depuis plus de 60 ans. Celle d'un pays qui a mobilisé plus de 100 000 casques bleus dans les différentes missions de maintien de la paix. Celle d'un pays qui a aujourd'hui 1340 casques bleus déployés principalement au sein de la MINUSCA et de la MONUSCO. Celle d'un pays qui a participé au maintien de la paix sur 4 continents, en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. Et celle d'un pays qui a toujours été dans le top 10 des pays contributeurs de troupes de manière continue depuis longtemps. Et enfin, celle d'un pays qui a participé aux opérations de maintien de la paix avec l'ONU, avec l'UE et avec l'OTAN. Cette rencontre de Rabat marque une étape charnière pour dégager une compréhension commune des enjeux sécuritaires actuels et renforcer l'efficacité des casques bleus dans les zones francophones.
Face à l'augmentation du trafic et au développement des trains à grande vitesse, la sécurité ferroviaire reste au cœur des priorités royales marocaines, avec plus de 10 milliards de dollars investis pour moderniser le rail. Un sujet de Philomène Tine. Face à l'essor de son réseau ferroviaire, notamment l'introduction du train à grande vitesse et un trafic annuel dépassant les 50 millions de passagers, le Maroc est confronté à un enjeu majeur, maintenir un haut niveau de sûreté sans compromettre la performance. Pour résoudre cette problématique stratégique, l'Office national des chemins de fer s'associe à l'Union internationale des chemins de fer et mise sur l'innovation, la digitalisation et l'intelligence artificielle. Ce congrès international se tient pour la première fois en Afrique, un choix hautement symbolique qui reflète la confiance de la communauté ferroviaire internationale envers le modèle marocain. L'Union internationale des chemins de fer a notamment salué les efforts de l'ONCF. Cette rencontre a également été l'occasion de mettre en lumière le lancement en avril dernier par le Maroc et sur l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI de l'un des projets ferroviaires les plus ambitieux de son histoire, la ligne à grande vitesse Kenitra-Marrakech. Pour accompagner cette transformation, l'Office national des chemins de fer déploie 1200 agents de sécurité, 900 agents de contrôle et plus de 2000 caméras avec l'appui des forces de l'ordre. En parallèle, près de 10 milliards de dollars sont investis pour moderniser le réseau, notamment avec la future ligne à grande vitesse Rabat-Marrakech et le développement des trains de proximité. La tenue d'un congrès de cette envergure à Rabat illustre la confiance accordée au secteur ferroviaire marocain, qui a connu au cours des 2 dernières décennies des progrès notables sous la vision éclairée de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. La stratégie repose sur l'intégration des nouvelles technologies et le renforcement de la coopération internationale. Objectif, améliorer la fiabilité du réseau, anticiper les risques et adopter les standards mondiaux en matière de sécurité ferroviaire. On a un devoir de voir ensemble quelles sont les menaces, de les analyser et de trouver à chaque fois des solutions et des solutions rapides, de façon à ce que le système puisse être résilient. Avec l'extension de la grande vitesse après la ligne Al-Borak et une ambition continentale affirmée, le Maroc se positionne comme un acteur clé du ferroviaire en Afrique, un modèle en construction à la croisée de la modernisation, de la sécurité et de l'influence régionale. Il multiplie ces dernières années les apparitions officielles représentant notamment son père, le roi Mohamed VI, au Maroc et à l'étranger, entre formation diplomatique et montée en responsabilité militaire. Le prince héritier Moulay El Hassan, coordinateur des bureaux et services de l'état-major général des forces armées royales, s'impose progressivement comme le nouveau visage de la monarchie marocaine. Son portrait avec Rina Kouassi. À seulement 23 ans, le prince Moulay El Hassan s'impose progressivement comme le visage de la nouvelle génération de la monarchie marocaine. Fils du roi Mohamed VI, le prince héritier multiplie depuis plusieurs années les apparitions officielles des cérémonies nationales aux grandes rencontres diplomatiques internationales. Une présence de plus en plus affirmée qui traduit la volonté du palais de préparer l'opinion publique à une future transition monarchique dans un royaume où la stabilité institutionnelle demeure un enjeu majeur. Moulay El Hassan incarne progressivement la continuité institutionnelle de la monarchie marocaine. On voit sa présence dans des cérémonies nationales, internationales. Ça permet d'habituer l'opinion publique au Maroc et aussi à l'étranger. Son profil jeune, moderne, institutionnel pourrait aussi permettre au Maroc de consolider son image de puissance régionale stable, capable de dialoguer aussi bien avec l'Afrique, l'Europe, le monde arabe. Né le 8 mai 2003 à Rabat, le jeune prince suit un parcours soigneusement construit. Après une formation au Collège Royal, il poursuit ses études à l'Université Mohamed VI Polytechnique, où il se spécialise en gouvernance, relations internationales et géostratégie. Polyglotte, il maîtrise l'arabe, le français, l'anglais et l'espagnol, une formation moderne qui accompagne les ambitions diplomatiques du Maroc, devenu ces dernières années un acteur influent en Afrique, au Moyen-Orient et auprès des partenaires occidentaux. Je pense que Moulay El Hassan pourrait jouer à l'avenir un rôle majeur dans le royaume diplomatique et stratégique du Maroc. On le voit
Maintenant, le Maroc, dans sa diplomatie, il est tourné vers l'Afrique. Je pense que Moulay Hassan pourrait contribuer à renforcer les partenariats économiques, sécuritaires et politiques du royaume. Cette intégration prépare le prince héritier à assumer l'avenir du rôle du chef suprême et chef d'état-major général. Le 2 mai 2026, le prince Moulay El Hassan a franchi une nouvelle étape avec sa nomination comme coordinateur des structures centrales des armées royales au sein de l'état-major général. Une fonction hautement symbolique, déjà occupée par son père dès 1985 sous le règne de Hassan II avant son accession au trône. Cette nomination intervient alors que le Maroc accélère la modernisation de son appareil militaire, fort d'environ 700 000 membres. Selon le classement global Firepower 2026, le royaume occupe désormais la 6e place militaire en Afrique et le 56e rang mondial, avec un indice de puissance de 1.0368, confirmant son rôle stratégique au Sahel et en Afrique du Nord. La décision de nommer le prince Moulay El Hassan comme coordonnateur central des forces armées royales marocaines participe d'une tradition où son grand-père, le roi Hassan II, avait nommé son père au même poste pour permettre au futur roi de connaître de l'intérieur l'instrument de son impérium, l'armée. C'est un pays qui doit avoir une armée capable de faire face aux défis sécuritaires qui peuvent survenir au niveau de cette grande route maritime au sud de l'OTAN et au nord du Sahel. Discret mais très présent dans les médias, le prince Moulay El Hassan cultive une image moderne, disciplinée et proche de la jeunesse marocaine. Dans un contexte marqué par les tensions régionales, les enjeux économiques et les mutations géopolitiques africaines, le prince héritier apparaît désormais comme l'un des principaux symboles de la continuité, de la stabilité et de l'avenir stratégique du Maroc. Le secteur africain des télécommunications poursuit sa mutation accélérée portée par l'essor du numérique. Dans cette dynamique, Maroc Télécom consolide sa position de leader panafricain en franchissant le seuil des 76 millions de clients. Un reportage de Philomène Tine. Dans un continent africain en pleine révolution numérique, Maroc Télécom enregistre des progrès continus. Début de 2026, le géant des télécommunications a franchi le cap symbolique de 76 millions de clients et confirme plus que jamais son statut de leader panafricain. Entre explosion de la consommation de données, essor du mobile money et accélération de la transformation digitale, le groupe s'impose comme l'un des moteurs technologiques majeurs du continent. Une performance qui intervient dans un contexte où le secteur africain des télécoms oscille entre maturité des marchés historiques et conquête rapide des zones émergentes. Maroc Télécom, en tant qu'entreprise marocaine et africaine, a un rôle à jouer, d'abord en tant qu'opérateur d'infrastructures critiques, donc pour garantir la souveraineté, la résilience, la continuité de service, etc. au profit de ses utilisateurs, mais aussi en tant qu'acteur technologique de référence au Maroc et en Afrique, afin d'accompagner les entreprises dans leur transformation, que ce soit sur les sujets cloud, que ce soit sur les sujets cybersécurité, que ce soit d'une manière plus large sur les usages du numérique dans les milieux des entreprises. Les performances du groupe Maroc Télécom illustrent cette dynamique de croissance. 54,3 millions de clients mobiles dans les filiales ouest et centrafricaines, une hausse des revenus de 8,5% et un chiffre d'affaires consolidé atteignant 9,32 milliards de dirhams. Aujourd'hui, comme tout le monde le sait, les usages numériques explosent à échelle mondiale. Le Maroc et les autres pays du continent africain sont également concernés par cela, que ce soit via l'intelligence artificielle, les objets connectés, les services financiers, les plateformes digitales, etc. Donc énormément d'usages qui nous poussent naturellement à renforcer notre ambition en tant qu'acteur technologique africain. Au-delà des chiffres, Maroc Télécom renforce sa stratégie panafricaine autour de la souveraineté numérique, de l'intelligence artificielle et de la fintech. Le groupe intensifie ses investissements dans les infrastructures et la cybersécurité pour accompagner la transformation digitale du continent et répondre à une demande croissante en connectivité. C'est aussi une question de gouvernance, une question de souveraineté
une question de sécurité et de conformité. Et donc tout cela fait de Maroc Télécom un acteur privilégié afin d'être un hub pour le Maroc et pour l'Afrique et afin de développer tout un écosystème numérique de confiance, conforme, sécurisé et pouvoir accélérer la transformation digitale du Maroc et du continent africain plus largement. Début 2025, le continent africain comptait déjà près de 670 millions d'internautes avec un taux de pénétration dépassant les 40%. Au Maroc, le marché des technologies, de l'information et de la communication devrait atteindre 7,40 milliards de dollars pour 2026, confirmant le potentiel stratégique du secteur. Créé depuis 1998, le groupe couvre aujourd'hui 11 pays. Maroc Télécom est détenu à 22% par le Royaume du Maroc. Entre leadership institutionnel, expertise stratégique et contribution académique, Mohamed Medouche, vice-président de l'Institut marocain des relations internationales et CEO d'Inter Africa Capital Group, aborde les enjeux de la croissance durable en Afrique dans l'interview. Comment les grands projets d'infrastructure peuvent-ils renforcer l'intégration économique du continent? La session de travail que nous avons eue cet après-midi, que j'ai eu l'honneur et le privilège de modérer, portait sur les infrastructures qui sont en train d'être réalisées au niveau de la Gambie, notamment à travers ce corridor, n'est-ce pas, qui est un projet stratégique qui s'ajoute au pont sur le fleuve de la Gambie que j'ai eu le plaisir aussi de soutenir financièrement quand je travaillais à la BAD. Et j'étais représentant de la Banque africaine de développement en Gambie avec résidence à Dakar. Donc on a eu un panel extrêmement riche avec des personnalités représentant le secteur privé gambien, le secteur public de la Gambie à travers l'Agence de promotion des investissements. Il y a eu également le grand architecte panafricain, M. Pierre Goudiaby, n'est-ce pas, qui a réalisé récemment un important projet d'infrastructure à travers la construction du nouvel aéroport de Banjul, n'est-ce pas, un bijou infrastructurel. Pierre Goudiaby est connu à travers le continent pour avoir réalisé de nombreux projets, y compris le siège de la BCEAO à Dakar. Comment les projets gaziers et d'interconnexion peuvent-ils améliorer l'accès des populations à l'électricité? Un des problèmes majeurs que nous rencontrons dans la sous-région, c'est l'absence ou l'insuffisance de la disponibilité de l'énergie, n'est-ce pas? On ne peut pas se développer si on n'a pas d'énergie. 50% de la population de la CEDEAO, selon la CEDEAO, n'ont pas accès à l'électricité. Et dans le monde rural, à peine 18% de la population a accès à l'électricité. Donc ça, ce sont des défis énormes. Mais aujourd'hui, les prospects, les perspectives sont très positives. On a découvert du gaz en Mauritanie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, qui va s'ajouter avec le gaz qui se trouve de façon incroyable, plus de 30 millions de mètres cubes, n'est-ce pas, de gaz qui se trouve au Nigeria. Il y a le fameux projet structurant, le gazoduc Maroc-Nigeria, qui va traverser 13 pays, qui va permettre aussi de connecter les réseaux électriques. Il sera connecté aussi au West Africa Gas Pipeline, qui relie déjà le Nigeria au Ghana à travers le Bénin et le Togo, etc. Comment les partenariats publics-privés peuvent-ils faire de l'Afrique une destination plus attractive? Il y a aussi des questions liées au cadre juridique qu'on doit mettre en place pour promouvoir les PPP, les partenariats publics-privés, afin de sécuriser le secteur privé, national, régional et international. Parce qu'on est, il ne faut pas l'oublier, en compétition avec les autres régions du monde. Donc pour rendre l'Afrique attractive, il faut avoir la stabilité politique, il faut avoir la démocratie, il faut avoir un bon système de gouvernance, il faut donner confiance aux investisseurs parce que le capital, il a peur. Il va là où il se sent à l'aise, en bonne sécurité, etc. Et avec la nouvelle zone économique aussi qui va être mise en place, donc il y a un nouvel écosystème qui va être mis en place, n'est-ce pas? Ce qui va permettre aussi l'éclosion
des petites et moyennes entreprises. J'ai parlé du contenu local, la loi sur le contenu local pour permettre aux toutes petites entreprises et aux PME aussi de contribuer à la réalisation des projets qui se font chez nous. On ne va pas laisser les projets uniquement entre les mains des étrangers, qu'ils soient d'Asie ou d'ailleurs, n'est-ce pas? Il faut quand même que nos entreprises s'impliquent. Le Maroc et la Zambie ont réaffirmé à Rabat leur volonté commune de renforcer leur coopération dans les secteurs de l'énergie, du développement durable, de l'innovation et de la protection sociale. Plus de détails dans ce reportage de la rédaction. Le Maroc et la Zambie réaffirment leur coopération dans un contexte de redéploiement des alliances africaines. À Rabat le 7 mai 2026, les échanges entre les deux chefs de diplomatie ont permis de réaffirmer une volonté commune de hisser la coopération bilatérale à un niveau supérieur. Cette dynamique s'inscrit dans une vision stratégique partagée visant à faire du partenariat maroco-zambien un levier de développement et d'intégration sur le continent. Between our two countries. Dans nos échanges, nous avons exprimé notre satisfaction quant à l'excellent niveau de relations entre nos deux pays et réaffirmé notre engagement à élever davantage ces relations conformément à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et de son Excellence le président Hakainde Hichilema. Nous avons également convenu de la tenue de la deuxième session de la commission mixte de coopération à Lusaka. Les échanges entre les deux pays restent notamment déséquilibrés avec plus de 26 millions de dollars d'exportation marocaine vers la Zambie en 2024 contre environ 550 000 dollars d'importation en province de Zambie selon Trading Economics. L'enjeu est désormais de transformer cette coopération en projet concret et équilibré. 6 secteurs structurants sont identifiés: énergie et mines, développement durable, éducation et bourse, recherche et innovation, santé et protection sociale. La Zambie assure actuellement la présidence de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles pour l'année 2026. À ce titre, nous avons effectué une visite de sensibilisation universelle au Maroc afin de promouvoir le désarmement humanitaire et de renforcer les normes internationales contre les mines antipersonnelles, tout en reconnaissant l'engagement exceptionnel du Maroc dans ce domaine, dont les résultats sont visibles. Sur le plan politique, la Zambie réaffirme son soutien à l'intégration territoriale du Maroc et à son plan d'autonomie pour le Sahara. La Zambie salue également la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, perçue comme une avancée majeure dans ce dossier. Ce positionnement conforte la diplomatie marocaine et renforce les appuis africains en faveur d'une solution politique durable sous l'égide des Nations Unies. La République de Zambie réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Nous apportons également notre plein soutien à l'initiative marocaine d'autonomie présentée par le Royaume du Maroc comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste. Nous saluons les efforts des Nations Unies en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable à ce différend. Les deux pays visent à consolider leur partenariat par une coopération renforcée. L'objectif est de concrétiser les engagements politiques par des projets structurants dans les secteurs prioritaires, assurant une coopération maroco-zambienne durable, équilibrée et mutuellement bénéfique. Placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, la 21e édition du festival Mawazine, Rythme du monde, se tiendra à Rabat et Salé du 19 au 27 juin 2026. Organisé par Maroc Culture, cet incontournable rendez-vous musical annuel réunit artistes marocains et internationaux. Le festival promet une programmation électrique mêlant musique du monde, pop, rap, fusion, musique orientale et sonorités africaines.
Le Maroc accueillera les 29 et 30 juin 2026 à Rabat la conférence de recherche FMI-MENA du Fonds monétaire international. Lancé en 2025 en Égypte, ce forum économique annuel vise à créer un espace de dialogue entre universitaires, chercheurs et décideurs politiques privés sur les questions économiques, régionales et mondiales, tout en renforçant les capacités de recherche économique dans la région MENA. Fès, l'une des plus anciennes cités impériales du Maroc, incarne un héritage historique et une dynamique contemporaine. Ville de savoir et de tradition, Fès a enregistré en 2025 1,67 million de séjours touristiques. La carte postale de Fès avec Pauline Menka. Considérée comme l'une des plus anciennes cités impériales du Maroc, Fès est aujourd'hui un carrefour entre héritage historique et développement. Fondée à la fin du 8e siècle, la ville rayonne par son riche patrimoine, sa diversité humaine et son essor touristique. Sa médina, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981, compte parmi les ensembles urbains médiévaux les mieux conservés au monde. Le Maroc s'impose désormais comme une destination planifiée, portée par une stratégie touristique qui vise à structurer et diversifier l'offre à l'échelle nationale. Le tourisme marocain ne se limite plus aux destinations traditionnelles. La ville est aussi marquée par l'université Al-Taraouiyine, fondée en 859 et considérée comme la plus ancienne en activité. Elle se distingue également par la richesse de son artisanat, avec plus de 30 000 artisans travaillant dans des métiers traditionnels comme la tannerie, le zélich, la menuiserie ou le travail du cuivre, qui constituent à la fois un pilier économique et identitaire. Et sur la feuille de route, on a identifié beaucoup plus de filières, c'est-à-dire ce sont les filières où le Maroc a des potentialités et qui sont demandées par les touristes internationaux. Donc on en avait, si mes souvenirs sont bons, c'était une trentaine. En dehors de l'artisanat, le tourisme constitue aussi l'une des principales activités de Fès. En 2025, le chef-lieu de la région administrative de Fès-Meknès a enregistré 1,67 million de séjours touristiques. Parmi les sites les plus emblématiques figurent Bab Boujlout, porte d'entrée symbolique de la Médina, ainsi que les célèbres tanneries traditionnelles, les médersas historiques et les palais transformés en riad. Nous avons coopéré de manière étroite afin d'accélérer la performance globale du secteur et permettre à toutes les régions de profiter des retombées positives de leur activité touristique. J'appelle tous les acteurs publics et privés à renforcer leur collaboration collective en vue de consolider davantage les résultats enregistrés, notamment avec l'arrivée de grands événements sportifs que le Maroc va accueillir. Avec ses 312 km² et près de 1,19 million d'habitants en 2025, Fès cherche à concilier préservation du patrimoine et modernisation urbaine grâce à des projets de réhabilitation et de valorisation de son capital humain. La coopération intra-africaine est le socle de la prospérité future du continent. Merci pour votre fidélité à Maroc Africa, premier magazine 360 degrés TV Digital Print, qui valorise la vision royale marocaine pour l'Afrique, à retrouver sur Africa 24, Africa 24 English, sur l'application MyAfrica 24, première plateforme de streaming HD de l'Afrique et tous réseaux sociaux.